Alors bonjour les amis et bienvenue sur Waris de Africa Talent. Si tu souhaites apprendre à coder, que tu fasses partie de ce groupe là ou pas, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos concernant la programmation. Parce que cette chaîne elle est faite pour t'apprendre le codage informatique. Alors aujourd'hui on va parler de variables, qui est le tout premier tutoriel sur une longue série de tutoriels consacrés à l'apprentissage du langage Python. Au sommet de ce tutoriel, nous verrons la définition et comment créer les variables, les types de variables en Python, l'affectation multiple et parallèle de variables, la fonction print et la fonction type. Nous verrons aussi les opérateurs mathématiques de base et enfin, en dernière position, nous verrons la convention pour nommer les variables. Alors sans tarder, passons au tout premier point de ce tutoriel qui est la définition de la variable en elle-même. Alors c'est quoi une variable? Eh bien en programmation, les variables sont des symboles, des représentations qui permettent d'associer un nom à une valeur. Pour dire simple, les variables représentent des valeurs ou des données. Alors pour l'illustrer, on va voir le concept, le principe d'un point de vue mathématique. Qu'en mathématiques on dit que x égale à 5. Eh bien x c'est la variable et 5 c'est la valeur de la variable. X représente le nombre entier 5. Donc on a un nom, ici une lettre plutôt représentant une valeur. C'est le même principe en programmation, mais un peu plus amélioré. Les variables ne seront pas que seulement des lettres, mais peuvent être aussi des mots. Âge égale à 30. Âge est un mot, mais aussi une variable. Âge représente le nombre entier 30. Donc âge est une variable. Alors sans tarder, on va commencer à créer nos premières variables en Python, qui est juste très simple comparé à d'autres langages de programmation où il y a des charabia à réaliser. Les gars, vous avez fait le bon choix. Python, c'est le bon langage pour débuter. Alors, on y va dans mon éditeur de texte, Visual Studio Code. Donc, on y va. Là, on tape le nom de la variable x égale à 5. Une autre variable, âge égale à 30. Là, on a deux variables représentant des nombres entiers. À partir du moment où on manipulera x, c'est comme si nous sommes en train de manipuler 5. À partir du moment où on manipulera âge, c'est comme si nous sommes en train de manipuler 30. On va créer une autre variable qu'on va appeler score. Je manque d'idée là. Score égale à 12. Voilà, un score minable quoi, 12600. Donc là, on vient de créer trois variables en moins de 0 secondes représentant des nombres entiers. Aussi simple que ça. Maintenant, on va passer à un élément clé, les types de variables. On entend quoi par type de variable? En fait, il s'agit de la nature de la variable, ce que la variable représente de manière générale. Ici, x représente de façon générale un nombre entier, car 5 est un nombre entier. Donc le type de x, c'est un nombre entier, ou integer en anglais. La valeur de x, c'est 5, mais son type, c'est integer en anglais, ou tout simplement un nombre entier chez nous les francophones. Aussi simple que ça. Alors en programmation il existe de nombreux types, mais nous verrons les plus adaptés aux débutants, les plus faciles à manipuler. Il s'agit des types nom à virgule ou float en anglais, les types chaîne de caractères ou string en anglais et les types booléens, qui est assez moins courant mais beaucoup utilisé par le langage Python. Donc on y va, on va créer des variables représentant des nombres à virgule. Donc je vais créer la variable pourcentage égale à 10,2. 10,2. Une autre variable num qui est l'abréviation de number égale à 15,8. Là on a créé des variables représentant des nombres à virgule. Donc si on vous demandait par exemple le type de pourcentage, vous allez dire nombre à virgule ou float en anglais. Le type de num c'est nombre à virgule ou float en anglais. Donc voici ce que vous remarquerez ici. Au lieu d'utiliser la virgule normale qui est la notation francophone, j'ai utilisé le point. En informatique, le point c'est la virgule. À partir du moment où vous écrivez, vous utiliserez des nombres à virgule. Il suffit de remplacer la virgule par le point. Et là, Python sait que ça, ce sont des nombres à virgule. Donc ici, le type de score c'est nombre entier ou integer en anglais. Le type de pourcentage c'est nombre à virgule ou float. On va créer des variables représentant des chaînes de caractères ou du texte. Les chaînes de caractères, ce sont des variables représentant du texte. Aussi simple que ça, vous allez voir. Une variable prénom qui est censée représenter le prénom de quelqu'un, donc Simon.
Simon. On est tous d'accord que Simon c'est du texte, mais on appelle cela chaîne de caractères. On a laissé le terme texte, mais on a utilisé le terme chaîne de caractères. Tout simplement que NOMIL est une suite de caractères, donc une chaîne de caractères. Une autre variable, surnom, égale à James. Une troisième variable, phrase, égale à James le pirate. Là, on a créé trois variables représentant des chaînes de caractères ou du string ou du texte si vous voulez. Le string, c'est le terme anglais, c'est l'appellation anglaise. Donc, vous remarquerez qu'au lieu de mettre la valeur de la variable directement, c'est-à-dire Simon, prénom égal à Simon, soit je l'ai borné par des apostrophes, soit je l'ai borné par des guillemets. C'est la façon de stipuler à Python que ça c'est du texte, ce sont des chaînes de caractères. Et là, il sait quel type d'opération effectuer là-dessus. Comme mettre en majuscule, en minuscule, rechercher un mot à l'intérieur. Par exemple, rechercher le mot James à l'intérieur de la variable phrase. Pour les nombres à virgule et les nombres entiers, pas besoin de stipuler d'éléments, sauf pour les nombres à virgule où on met le point. Python sait directement que là, il peut faire la multiplication, l'addition, la soustraction, etc. là-dessus. Maintenant, venons au troisième type de données, qui est le booléen. Alors le booléen, contrairement aux autres types, ne peut prendre que deux valeurs, soit true ou false. Quand on prend par exemple les types entiers, il peut prendre une infinité de valeurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à l'infini. Pour les nombres à virgule également, 10,5, 15,2, etc. Pour les prénoms, pour les variables plutôt, on peut mettre Simon, Simone, etc. On peut mettre des noms bizarres, tout ce qu'on veut. Mais pour les booléens, il n'y a que deux valeurs. Il n'y a que true ou false. Les booléens sont beaucoup utilisés par Python. Python les utilise pour savoir quel type d'opération effectuer. Et il utilise aussi pour nous dire que si nos tests sont vrais ou faux. Et nous aussi, nous avons la possibilité de dire à Python de considérer que nos variables sont soit vraies ou faux. Vous ne verrez pas son utilité dans ce tutoriel, mais plutôt dans le tutoriel suivant. C'est juste un avant-goût. Voilà. Donc on y va. On va créer une variable représentant un booléen qu'on appelle boolean en anglais. For égale à true. Faible égale à false. Riche égale à true. Là, on a créé trois variables de type booléen. Si on vous demande le type de fois, c'est booléen. Voilà. Et là, je demande à Python de considérer que cette valeur-là a pour valeur true. Ça ne veut pas dire que la valeur faible n'existera pas. La variable faible n'existera pas parce qu'elle a la valeur false. Sa valeur est false. Non. C'est juste une façon de créer de la logique. On pourra dire que si ça c'est vrai, fais ça. Ou si ça c'est vrai, ou ça c'est faux, fais ça. Voilà. Vous verrez son utilité dans la leçon suivante, dans le tutoriel suivant. Donc là, on a vu combien de types de variables. On a vu des variables représentant des nombres entiers, comme 5, 30, 12. Donc, les nombres entiers sont appelés integer. Des variables de type nombre à virgule appelé float en anglais. Des variables de type chaîne de caractères, qui est juste du texte, appelé string en anglais. Et des variables de type booléen. Voilà. Donc maintenant, on va passer à un élément important, pas très important, pas aussi important que ça, mais on va passer à l'affectation multiple et parallèle de variables. Alors, c'est quoi l'affectation d'abord? Eh bien, quand on parle d'affectation, on parle de création de variables. Le fait de créer des variables, à la ligne 1, il y a eu création des variables. À la ligne 3, il y a eu création des variables. On ne va pas dire qu'il y a eu création, mais on va dire affectation des variables. C'est le terme utilisé. On remplace création par affectation des variables. Au lieu de dire à chaque fois on crée des variables, on dit j'assigne comme j'affecte une variable. Donc si je supprime ça comme ça, je vais dire à la variable x j'assigne le nombre 5. Au lieu de dire que j'ai créé une variable, je dis que j'ai fait une assignation de variable. Donc toutes ces différentes lignes là, il y a eu assignation ou affectation de variable, parce que l'affectation de variable est aussi appelée assignation. Vous verrez beaucoup ces deux termes là, assignation ou affectation de variable. Donc maintenant je disais affectation multiple et parallèle. C'est quoi l'affectation multiple? C'est le fait de créer plusieurs variables sur une seule ligne. Parce que les développeurs, on est beaucoup paresseux.
Vrai. C'est pour ça qu'on aime la technologie. La technologie, elle est là pour faciliter la vie. Voilà. Pourquoi on a créé la voiture? Pour ne pas se fatiguer à marcher des kilomètres. Donc, ils ont trouvé une solution. Au lieu de créer des variables sur plusieurs lignes, il y a une technique. On peut créer une variable sur une seule ligne très rapidement. Plusieurs variables plutôt sur une seule ligne qui auront la même valeur. C'est ça l'affectation multiple. A égale à B. Des variables que je crée comme ça égale à 5. À partir de ce moment, A aura pour valeur 5, B aura pour valeur 5. Au lieu de faire A égale à 5, B égale à 5. Là, on le fait sur une seule ligne. Vous voyez? Je pourrais mettre une troisième variable, par exemple C égale à 5. Je vais mettre une variable ici égale à C. Là, j'ai fait une affectation multiple. Créer plusieurs variables en une seule ligne. Mais le problème avec l'affectation multiple, c'est que ces variables doivent avoir forcément la même valeur. C'est là maintenant que vient l'affectation parallèle pour améliorer ça. L'affectation parallèle est le fait de créer plusieurs variables aussi sur une même ligne, mais on peut les donner des valeurs différentes si on veut. Comme on peut les donner les mêmes valeurs. Donc on va supprimer tout ça. On va faire l'affectation parallèle pour que vous puissiez voir. On va créer une variable nom, comme dans nos exemples. Prénom et surnom. Égal. L'heure dans lequel je mets mes variables et l'heure dans lequel chacune d'elles recevra sa valeur. Donc la valeur de surnom, ça sera quoi? Je vais donner Yves. Ensuite, je mets une virgule pour séparer les éléments. La valeur de prénom sera égale à quoi? À Paul. Et la valeur de surnom sera égale à le pirate. Le pirate. Je vous ai dit, soit on utilise les guillemets, soit les apostrophes pour représenter nos valeurs. Voilà. Donc, comme nom vient en premier, sa valeur viendra en premier. Comme nom vient en deuxième et au milieu, sa valeur viendra en deuxième position et au milieu. Comme surnom vient en troisième position, sa valeur viendra en troisième position. Aussi simple que ça. Donc, on a créé des variables sur une seule ligne. Au lieu de faire nom égale à Yves. Et ensuite prénom égale à ça, surnom égale à ça, on peut le faire sur une seule ligne rapide, aussi simple que ça. Maintenant, depuis nous sommes en train de coder, mais on ne voit pas de résultat. On écrit seulement que des lignes de code, mais on ne voit pas de résultat. Donc cette ligne que je viens d'écrire là, je vais essayer de l'exécuter, c'est-à-dire je vais essayer de mettre mon code en marche pour voir ce que ça donne. Voilà. Pour cela, on clique sur le bouton qui est là dans Visual Studio Code. Pour Sublime Text, vous n'avez qu'à combiner la touche CTRL plus B. Mais dans Visual Studio Code, moi je clique sur ce bouton là. Et là, voici ce qui se passe. Il m'ouvre d'abord un élément qu'on appelle fenêtre, une nouvelle fenêtre, comme ça. Et là, il me met ça. C'est dû à ça. Bon, je vais pas vous faire un cours sur la console, mais cet élément est appelé console, CMD, etc. C'est un endroit où on exécute le code. L'essentiel, c'est d'avoir un endroit où pouvoir exécuter son code Python. Et là, c'est ici que moi j'exécuterai mon code Python. Et là, c'est pas un élément, ça c'est pas du Python, c'est pas ce code là qui a donné ça. Parce que si je supprime tout ça et que je réexécute, je mets le truc en mode, un fichier vide, il n'y a pas de code. Vous voyez que c'est le même truc. Donc, vous savez déjà que c'est pas le code qui a donné ça, mais qu'il existe déjà. Voilà. Donc, c'est comme si Python n'a rien fait. Mais en réalité, il a fait des trucs. Je suis revenu en arrière pour avoir mes éléments là. Mais en réalité, il a fait des trucs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait nom, prénom, il a fait des assignations des variables. C'est tout. Il n'y a pas eu d'erreur, donc il ne va pas nous dire qu'il y a eu d'erreur. Parce que ici, il utilise cette console ici pour nous expliquer les erreurs que nous faisons. S'il y a eu des erreurs que nous avons fait, il va nous le dire très rapidement dans la console là. Donc il n'y a pas eu d'erreur, donc il va rien nous dire. Il va juste faire ce qu'on lui a demandé de faire, l'instruction qu'on lui a demandé de faire des affectations des variables. Aussi simple que ça. Voilà. Donc ça, il agit déjà par défaut. Dans certains, comme Sublime Text comme ça, on le voit même pas, mais on ne voit pas cet élément là. Donc maintenant, comment on fait pour avoir des éléments concrets? C'est là maintenant que viennent les fonctions. La fonction print.
La fonction print permet d'afficher la valeur d'une variable si c'est une variable qui est utilisée ou le type directement. Une fonction est une fonctionnalité. Voilà, vous pouvez le voir comme une fonctionnalité. Print est une fonctionnalité qu'on a l'habitude d'appeler fonction. Une fonctionnalité, une fonction est chargée de faire quelque chose de bien précis. Print est chargé d'afficher la valeur d'une variable si c'est une variable qui est utilisée ou d'afficher la valeur du type directement si c'est un type qui est utilisé directement. Donc on va l'utiliser pour que vous puissiez voir, pour ne pas que ça soit abstrait, pour ne pas que ce soit un concept seulement dans votre tête. Donc d'abord, pour utiliser la fonctionnalité, on tape son nom d'abord print, on met la parenthèse. Et là, je vais qu'il m'affiche non. Donc je mets l'élément qu'il doit traiter, l'élément qu'il doit afficher à l'intérieur de la parenthèse. Donc j'ai mis non. Et je vous ai dit qu'il affiche la valeur de la variable. Non égale à quoi? Yves. Donc on va exécuter. Et là, il nous affiche Yves. Vous voyez bien Yves. Voilà. Si je mets affiche mon prénom. Donc print me. Affiche mon prénom. Je vais nettoyer ici. CLS. Affiche mon prénom. Qu'est-ce qui se passe? M'affiche d'abord Yves et ensuite m'affiche Paul qui est la valeur de prénom. Parce que prénom est au milieu. Voici sa valeur au milieu. Aussi simple que ça. Python il exécute le code ligne par ligne. À la ligne 1, il y a affectation de variable. OK. Maintenant on vient à la ligne 2, il n'y a rien. À la ligne 3, qu'est-ce qui se passe? On a dit affiche mon prénom. Comme c'est cette ligne qui est venue avant cette ligne, il va afficher, il va exécuter cette ligne qui donne ce résultat là. Et ensuite il va exécuter la ligne 4 qui donne le dernier résultat qui est Paul. Aussi simple que ça. Donc vous devez retenir que Python il exécute le code ligne par ligne. Maintenant j'ai dit qu'il affiche la valeur d'une variable ou le type directement. Imaginons on peut faire comme ça. Affiche-moi hello. Voilà, là j'ai mis une chaîne de caractères, un type et voici la valeur directement. Quand je vais exécuter, et là il me met hello en dernière position parce que hello est venu en dernière position. Comme je vous l'ai dit, ça exécute le code ligne par ligne. Voilà. Donc on va créer une autre variable. On va lui demander d'afficher par exemple affiche-moi 5. On va exécuter. Là il affiche 5. Il affiche Yves, hello et ensuite il affiche 5. On va nettoyer pour que ça soit propre ici. Donc on va créer une troisième variable que je vais appeler for. Un booléen, un type booléen égal à true. Et on va lui demander d'afficher true. Affiche-moi la valeur de print. Print-moi for, la valeur de for. For. Je vais exécuter. Qu'est-ce qui se passe? Il m'affiche tout simplement true. D'abord, il m'affiche les éléments ligne par ligne. Il affiche d'abord cet élément. La valeur de nom, c'est quoi? C'est Yves. Il affiche Yves. Ensuite, il m'affiche hello. Et ensuite, il m'affiche 5. Ensuite, il m'affiche for. Mais vous avez vu que c'est bien fatigant. Comme je vous ai dit, nous, les développeurs, on trouve toujours des solutions pour faciliter la vie. Au lieu de faire des print, vous vous en doutez, on peut faire ça en une seule ligne. On peut dire affiche-moi non. Également, je veux que tu m'affiches hello. Donc, je vais mettre hello directement. Et je veux que tu m'affiches 5 aussi. Je mets 5. Je veux que tu m'affiches aussi for. Je mets for. Je mets les éléments que je veux qu'il affiche. Je vais supprimer ces éléments-là. Ces derniers éléments-là. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais nettoyer d'abord pour que vous puissiez bien voir. Ok, on va exécuter. Et là, il m'affiche d'abord Yves, qui est la valeur de non. Non égale à Yves, on est tous d'accord ici. Ensuite, hello. Et ensuite 5, il m'affiche 5, je lui ai demandé d'afficher 5. Et ensuite for, quelle est la valeur de for? For est une variable, donc il affiche la valeur de la variable. True, aussi simple que ça. Voilà. Maintenant imaginons que je fasse comme ça. Et puis je mets F majuscule. On va exécuter. Là, vous voyez maintenant la première erreur de votre programme Python. Qu'est-ce qui se passe? Il met name error. Quand il dit name error, quand il parle de name, il parle de variable. Il dit variable error. Il peut dire, vous pouvez dire variable error, mais name error. Et puis, mais quoi? Name for is not defined. Qu'est-ce que ça veut dire? Une variable est définie quand elle a une valeur. Pourtant,
on a dit for égale à true. Ce for là égale à true. Et je fais for égale à true. Vous vous direz que for et for sont les mêmes, mais en programmation, ces deux variables sont complètement différentes. Ce for dans la print et ce for là sont complètement différents. C'est ce for qui a une valeur qui est définie. Ce for là n'est pas défini. C'est pour ça qu'on dit que Python est sensible à la casse. Il fait la différence entre la majuscule et la minuscule. C'est la casse. C'est de la casse. Donc, celui-là, il n'a pas de valeur, donc Python ne le reconnaît pas. Voilà. Il ne se souvient pas avoir créé une variable, avoir fait une assignation de variable ayant une valeur. Il ne se souvient pas de for. Mais si on met ce for là, il va se souvenir de ça très rapidement. On va exécuter. Et là, il n'y a pas d'erreur. D'abord, je vais nettoyer CLS. Puis maintenant, on va réexécuter. Il n'y a pas d'erreur. Mais par contre, quand je mets le F majuscule, il y a une erreur. Je vais exécuter. Il y a une erreur. Eh bien, je vais créer une variable for avec le F majuscule. Comme ça. Puis, je vais lui donner une valeur. Le plus fort. OK. Maintenant, on va réexécuter pour voir si il y a d'erreur. Maintenant, on va exécuter. Il y a une erreur encore. Il me dit name for is not defined. Pourquoi il me dit ça? Pourtant, j'ai fait une assignation de variable. Je vous ai dit que Python, il exécute le code ligne par ligne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À la ligne 1, il a fait ça. À la ligne 4, il a fait ça. Et on lui demande d'afficher for. Pourtant, en descendant, en exécutant le code, il ne se souvient pas avoir créé une variable for. Cette variable là égale à quelque chose, donc il n'arrive pas à trouver la valeur. Il va pas descendre pour venir dire que voici la variable ici. Non, il exécute le code ligne par ligne. Quand il arrive ici, il se rappelle pas qu'il avait déjà créé une variable ici, donc il met une exception. Il donne une erreur. Il dit name pour dire, on peut dire variable error. La variable n'existe pas. Name error pour dire que la variable for n'existe pas. Name for pour dire variable for n'existe pas, n'est pas définie. Il veut dire qu'une variable est définie lorsqu'elle a une valeur. Donc, il se dit que cette variable n'a pas de valeur. Mais par contre, si je prends la variable comme ça et que je la définis ici, je lui donne une valeur comme ça. Là qu'on va exécuter, il n'y aura pas d'erreur. Mais d'abord, je vais nettoyer. Et quand je vais exécuter, vous verrez, il n'y aura pas d'erreur. Vous avez vu quoi? Il affiche le plus fort, qui est tout simplement la valeur de fort. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, je vais voir, il me reste combien de temps. Ok. Aussi simple que ça. Donc, c'est ce qu'on appelle la sensibilité de Python à la casse. Il fait la différence entre la majuscule et la minuscule. Et Python, il exécute le code ligne par ligne. Donc, vous devez essayer de voir comment vous devez placer vos éléments pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Sinon, la console va vous montrer vos erreurs que vous faites. Voilà. Donc, on va supprimer. Et là, maintenant, on va utiliser une autre fonctionnalité qu'on appelle type, qui permet de donner le type d'une variable. D'abord, je vais revenir en arrière. Je ne sais pas pourquoi je l'ai supprimé. Voilà. Je reviens en arrière. Et là, on va utiliser la fonctionnalité type. Qu'est-ce que type permet de faire? Type permet d'afficher la valeur et le type d'une variable. Il n'affiche pas d'abord, plutôt, il donne le type d'une variable. On va essayer pour que vous puissiez voir. Pour utiliser une fonctionnalité, d'abord on tape le nom de la fonctionnalité ou de la fonction, donc type. Et là on met la parenthèse, l'élément qu'il doit traiter. Voilà, on met à l'intérieur. Je veux que tu me donnes la valeur, le type de for. On est tous d'accord que for est un booléen, ce for là. For avec lettre minuscule, c'est un booléen. Pourtant for avec lettre majuscule est une chaîne de caractères. Donc on est tous d'accord que type de for c'est booléen. Donc type doit nous donner booléen, doit nous dire que c'est booléen, puisqu'il donne le type d'une variable. Donc on a mis la variable, on veut vraiment vérifier s'il donne le type d'une variable. Donc on va exécuter pour voir. On va exécuter. Et qu'est-ce qui se passe? D'abord, je vais nettoyer. CLS. Et là, je vais réexécuter quand je nettoie pour que ce soit plus clair. Il n'y a rien ne se passe. Pour ça, j'ai dit, donne-moi la valeur de for. Le type de for plutôt. Que se passe-t-il? Type est une fonctionnalité qui est chargée tout simplement de donner le type d'une variable, pas d'afficher.
c'est la fonctionnalité print qui s'en charge. Donc, on va utiliser print comme ça. Et là, on sait que type donne tout simplement quoi? La valeur, le type d'une variable. Donc, on va prendre type comme ça. Et puis, on va le mettre à l'intérieur ici. On va lui dire type, toi, tu donnes le type de for. Et print, toi, tu l'affiches. Quand on va exécuter. Et là, il nous dit bool. Pour dire booléen, il utilise l'abréviation. Il met classe pour dire type booléen. Voilà, les classes, ce sont des types. Voilà, il fait partie de la classe booléen. Il fait partie du type booléen. Voilà. Booléen en anglais, il utilise l'abréviation. On va voir le type de for avec lettre majuscule, qui est un string. On va voir s'il va vraiment nous dire que c'est une chaîne de caractères. Là, qu'est-ce qu'il nous met? Il nous met classe str pour dire string. Je vous ai dit que les chaînes de caractères en anglais est appelée string. Donc, il met l'abréviation de string qui est str. Aussi simple que ça. Donc, on va refaire on va créer une variable, par exemple, 5. Num égale à 5. Maintenant, donne-moi le type de num. On va exécuter. On est tous d'accord que num est un nombre entier qu'on appelle integer en anglais. Donc, on exécute. Il met classe int ou integer en anglais. Aussi simple que ça. Voilà. Vous pourrez faire comme ça aussi. Bon, on va laisser ça là-bas. On va voir ça plus dans les autres vidéos. Je ne vais pas vous brûler le crâne pour l'instant. Donc maintenant, on va supprimer tous ces éléments-là. Et on va voir les opérateurs mathématiques de base. On va voir l'addition, la soustraction, la multiplication. Et bien, pour faire la multiplication en informatique, comment ça se passe? D'abord, je vais créer une variable number qui va contenir un nombre à virgule. Et qui va représenter un nombre. On peut dire contenir ou représenter. C'est le même truc là. Donc, on y va. 5 fois 5. L'étoile utilisée pour la multiplication. 5 fois 5, 25. Donc, la valeur de number sera égale à 25. Simple. Donc, on va essayer d'afficher print affichement number pour voir s'il va afficher 25. On va exécuter. Qu'est-ce qu'il met? 25. On va nettoyer d'abord CLS. On va nettoyer. Qu'est-ce qu'il met? 25. Ok. On va refaire une autre variable. On va utiliser la puissance. Comment fonctionnent les puissances? 5 exposant 2. Pour la puissance, c'est double étoile. Affiche-moi maintenant number. 5 exposant 2, c'est 25. Bon, ça ne sera pas aussi visible. Je vais prendre par exemple 4 exposant 2. 4 fois 4, 16. On va exécuter, vous allez voir. Il va nous renvoyer tout simplement 16. Voilà. Pour l'exposant, les puissances, on utilise le double étoile. Maintenant, on va voir pour la division. 4 divisé par 2. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2,0. Ça donne quoi? Un float ou un nombre à virgule. On va vérifier. On va mettre affiche-moi le type de type. Voilà. Je dois l'encadrer de parenthèse. Voilà. Donc on a cet élément là qui donne le type. On utilise la fonctionnalité type et on met l'élément qu'elle doit traiter number. Maintenant, prendre fera charger de l'afficher. Qu'est-ce que vous voyez? Float pour du nombre à virgule. Donc c'est un float. Voilà. Donc 4 divisé par 2, ça donne un float. Un nombre à virgule. 2,0. Number. Maintenant, si je fais ça, je vais mettre double slash ou bien anti-slash CLS. Je vais nettoyer d'abord. Et là, on va réexécuter. Là, tout simplement, il me donne un integer, la partie entière. Voilà, il ne me donne pas un nombre à virgule, mais il me donne un nombre entier. Pour avoir des divisions avec des nombres entiers, vous devez utiliser ces deux slash là. Si ça ne se voit pas, vous allez voir. Je vais essayer de faire 5 divisé par 2. 5 divisé par 2, ça donne 2,5. Ok, on a 2,5. Ça, c'est un nombre décimal. Mais si je veux tout simplement le 2, la partie entière, je ne veux pas la partie décimale, je vais mettre double slash ou anti-slash. Je ne sais pas comment on appelle ça. 2.
Ça me donne tout simplement 2. Voilà. Il a supprimé cette partie-là, le point 5, et il m'a donné la partie entière. Maintenant, il y a un autre opérateur qui est moins courant, on appelle modulo. C'est le reste de la division d'un nombre par un autre nombre. Par exemple, 10. 10 partagé à 2 personnes, chacun prendra 5. Et il va rester combien? 0. Donc modulo sera égal à 0. C'est le reste. Donc on va afficher number égal à 0. On va nettoyer. On va réexécuter. Number égal à 0. Par exemple, 11. 11 divisé à 2 personnes, chacun prendra 1. 5 plutôt, mais il va rester 1. Voilà. Maintenant, si les morts sont égoïstes, soit ils vont donner à quelqu'un, soit ils vont diviser ça en 2. Comme on se connaît ici. Donc ça donne 1. Voilà, modulo égal à 1. Ça, c'est l'opérateur modulo. Voilà. Donc maintenant, on va passer au dernier élément clé, la convention pour nommer des variables. Je vais voir. Voilà. Je suis dans le temps, les gars. La convention pour nommer des variables. Alors, c'est quoi la convention pour nommer des variables? Eh bien, d'abord en français, le langage parlé, le français. On dit qu'une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. C'est la convention, c'est la syntaxe pour écrire une phrase. Aussi simple que ça. Eh bien, en programmation, il y a ce qu'on appelle la convention, la syntaxe, des règles à suivre pour écrire du code. Eh bien, la syntaxe nous dicte comment écrire nos variables, comment nommer nos variables. Parce qu'en programmation, on ne va pas nommer nos variables n'importe comment, il y a des règles à suivre. La première règle nous dit qu'une variable ne devrait pas commencer par un chiffre. La syntaxe nous dit qu'une variable ne devrait pas commencer par un chiffre. Imaginons que je fasse ça. 2 jours égale à une chaîne de caractères lundi et mardi. Ça marche pas en programmation. La variable ne devrait pas commencer par un chiffre. Mais il n'y a pas dit le contraire que ça ne devrait pas se terminer par un chiffre. Là, ça marche. La deuxième règle nous dit, donc je vais supprimer ça parce que c'est pas du tout toléré. Donc j'enlève. La deuxième règle nous dit qu'une variable ne devrait pas contenir d'espace. Imaginons que vous souhaitez écrire votre variable en 2 mots. Par exemple, excellente note égale à 18. Là, on a créé la variable en 2 mots, mais la convention, la syntaxe nous dit que ça ne devrait pas contenir d'espace. Alors, pour pallier à ce problème, vous ferez probablement ça, comme ça. Mais ça, c'est pas du tout lisible, c'est vraiment idiot, si on va dire. C'est pas du tout bon de faire des trucs comme ça. Parce que c'est pas du tout lisible. Une variable doit signifier quelque chose. Par exemple, quand il dit âge égale à 30, on sait que âge représente l'âge de quelqu'un. Pourtant, si quelqu'un vient et essaie de lire, il ne pourra pas lire de suite excellente note. Donc, pour pallier à ce problème, les développeurs de génie, ils ont trouvé une solution, deux solutions plutôt. La première solution, c'est le camel case. Je vais l'appliquer, vous allez voir, comme ça. Vous voyez que c'est lisible, excellente note. On écrit la première lettre, le premier mot d'abord, tout en minuscule. Et la deuxième lettre du deuxième mot, la première lettre du deuxième mot est en majuscule. Là, c'est lisible. Ça, c'est le camel case. On appelle ça, cette technique, le camel case. La deuxième technique, c'est le lower case. Excellente note égale à 20. Voilà. Vous voyez, j'ai écrit mes 2 mots tout en minuscule et je les ai reliés par un underscore. Voilà, l'underscore, c'est qui est au milieu là. Il n'y a pas d'espace, la convention de nommage est respectée. Ça, on le tolère en programmation. Excellente note égale à 20. Voilà. Mais vous êtes d'accord avec moi que ces deux variables ne sont pas les mêmes. La casse, vous vous souvenez. Voilà. C'est pas parce qu'on lit excellente note que excellente note que ces deux variables sont les mêmes. Ensuite, la règle nous dit aussi que nos variables ne doivent pas contenir de caractères bizarres comme E accent aigu, E circonflexe, le dollar, l'arrobase. Nos variables ne doivent pas contenir ces éléments-là. À la fin comme au début. Pas du tout. Et la dernière règle nous dit qu'une variable ne doit pas utiliser des mots réservés en Python. Ne doit pas être un mot réservé en Python plutôt. C'est-à-dire, les mots réservés en Python sont des mots que Python a déjà utilisés quand ils étaient en train de... que Python utilise déjà.
c'est-à-dire quand les développeurs, ceux qui sont en train de créer Python, ce sont des mots qu'ils ont utilisés pour que Python travaille avec. Il y a 29 mots au total. Il y a for. Quand vous faites for égale à force par exemple, ça marche pas du tout. On veut pas ça. On veut pas que vous utilisez les mots réservés en Python. Bon, laissons tomber. Donc il y a force, il y a for, il y a cet élément là, il y a del, il y a aussi quoi, il y a yield, il y a 29 mots au total. Je vais vous les afficher à côté ici. Vous ne devez pas les utiliser pour faire vos variables. Alors les amis, c'est tout pour les variables. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez un like pour soutenir la chaîne et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine vidéo sur les structures conditionnelles.